BFM Business. L'heure H, l'invité d'Edwige Chevrillon. Notre invité ce soir dans l'heure H, c'est Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force Ouvrière. Jean-Claude Mailly, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Est-ce qu'au regard des chiffres du chômage qui viennent d'être publiés, est-ce que François Hollande a eu tort de ne pas se représenter ? Moi, ça dépend comment on présente les chiffres. C'est pour ça que le ministère du Travail dit sur un an la catégorie A baissé, mais si on prend le chiffre global, c'est 6 575 000 chômeurs. Ce chiffre-là, il a augmenté d'1% sur un an. Donc, on voit bien qu'il y a un phénomène de yo-yo. Là, il y a une augmentation le mois dernier des chômeurs de catégorie A. 0,8, mais sur l'ensemble de l'année quand même, de 2016, on voit que c'est un reflux quand même du chômage. C'est pour ça que je vous demandais un petit peu... Le chiffre global, non, il y a 1% en plus sur 6 575 000. Si on prend toutes les catégories, alors si on prend la catégorie A, il y a un reflux. Il y a eu une montée ces derniers mois des emplois précaires. Ça veut dire on peut considérer aussi que c'est une reprise d'activité quand il y a un peu plus d'intérim. C'est pas le cas le mois dernier. Donc ça veut dire aussi que toute cette reprise est très 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 fragile. Je pense d'ailleurs que le contexte politique joue également. Il y a de l'attentisme, il y a un phénomène psychologique qui joue aussi sur l'activité économique. Mais malgré tout, est-ce que ce sont des bons chiffres? Est-ce que vous reconnaissez que quelque chose a été fait, notamment sur le chômage ou pas, non? Il y a une reprise qui n'est pas exclusivement, une légère reprise qui n'est pas exclusivement française, qui est due en partie au contexte international. Il y a l'effet aussi des 500 000. On voit bien que les gens qui rentrent en formation. Le problème de fond, c'est un problème de politique économique et sociale. Et là, il n'y a pas eu de changement fondamental en termes de politique économique. Est-ce que pour vous, c'est un affichage justement politique ou d'image, de marketing politique? Je ne sais pas au point ils en sont maintenant, ça va plus changer grand-chose, je pense. Vous avez dit quelque chose d'important et d'un peu inquiétant, en l'occurrence, Jean-Claude Mailly, c'est-à-dire que on rentre dans une période d'attentisme à cause de ces élections successives. Ça a commencé par les primaires de la droite en septembre, et puis maintenant les primaires de la gauche et l'élection présidentielle. Donc, oui, mais il y a un côté... Ça a un impact forcément sur l'activité. Y compris quand vous voyez les résultats électoraux dans les autres pays. Je ne parle pas uniquement en Europe. On peut regarder les États-Unis ou autres. On est en campagne électorale depuis le début des primaires de la droite. Ça veut dire qu'on est quasiment un an en campagne électorale et dans tous les sens. Moi, je dis bien clairement, les gens ne sont pas encore rentrés là-dedans. Tout le monde en parle, mais les gens ne sont pas encore rentrés dans la campagne électorale. Et je pense que, c'est mon point de vue personnel, que les politiques font une erreur, quelle qu'il soit. Une élection présidentielle dans notre pays, ça se joue sur quoi? Sur un projet. Et non pas un projet détaillé comme dans un grand magasin avec toute la liste des produits. Un projet, une vision à moyen long terme et une rencontre entre un individu et une majorité de citoyens. Et ce qui importe ensuite... c'est ce qui peut se passer, non là? Attendez, pour le moment, vous voyez bien, c'est des catalogues de mesures. On a l'impression, c'est le concours Lépine, quoi. Voilà. Et les gens regardent pas ça dans le détail. Et ce qui est important après, une fois que le président est élu, c'est que la logique qu'il suit, non pas dans le détail, corresponde à ce qu'il a dit pendant une campagne. Voilà. Ça, c'est une question de crédibilité. Et je pense qu'on est plus le moment sur telle mesure contre telle mesure. C'est pas vraiment ce qui intéresse les gens, de mon point de vue. On y reviendra justement avec Emmanuel Le Chiffre dans un instant. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Vous avez voté à cette primaire au premier tour? Non, j'étais au congrès des syndicats à Tunis. Et là, vous allez voter je sais pas, c'est pas sûr. Non, je suis en déplacement. Donc, je suis sûr d'être en déplacement. Donc je voterai pas non plus. Mais est-ce que vous savez pour qui vous auriez voté si vous n'avez pas été en Tunisie, voire en déplacement, un peu comme François Hollande, c'est presque une fausse excuse. Non. Attendez, c'est pas moi qui ai fixé la date du congrès des syndicats tunisiens, donc avec qui on travaille de manière étroite. Non. En plus, si j'avais voté et que j'avais quelqu'un, je vous le dirais pas. Ça, c'est l'affaire du citoyen Mailly et non pas du secrétaire général. Je reviens quand même parce que j'ai du mal à percevoir exactement ce que vous pensez de ces résultats sur le chômage qui vient de tomber pour le mois de décembre et donc sur l'année 2016. Est-ce que quand même vous estimez qu'il y a une inversion de la courbe du chômage? On est plus sur je ne pense pas qu'on puisse dire ça. On est plutôt sur ça fait un petit moment, sur une stabilisation avec des va-et-vient entre la catégorie A et les autres catégories. Là, une reprise même de l'emploi précaire qui est moins forte le mois dernier. Il y a l'effet de la formation. On est plutôt sur une stabilisation depuis quelque temps que sur une réelle inversion de la courbe. Oui. Si on revient là, en l'occurrence sur les différentes mesures, on a bien vu, il y a deux positions. Il y a vraiment deux gauches qui sont en train de s'affronter. Manuel Valls, Benoît Hamon. Et Benoît Hamon, autour de ses propositions, ça cristallise un peu toutes les attentions et les discussions, parfois un peu violentes, comme on le voit en ce moment. Sur le revenu minimum universel, est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose qu'il faut regarder de près
au-delà de la faisabilité, parce que la transformation numérique, parce que la fin du salariat, parce que justement une transformation du monde. Enfin, attendez, nous on n'est pas au jeu. Bien avant que les primaires aient lieu, on avait dit qu'on n'était pas favorable à un revenu universel présenté comme à terme, coûtant très cher, qui peut s'apparenter, qu'on le veuille ou non. Vous savez, revenu universel, je dis pas le cas que c'est Benoît Hamon, mais c'est une vieille idée. Les plus libéraux l'ont aussi soutenu à leur manière, etc. Absolument. Vous trouvez un Gaspard Koenig et il soutient. Les pays qui l'ont expérimenté, bon, c'est pas hyper concluant pour le moment, la Finlande, etc. Non, est-ce que ça va jouer sur les salaires à un moment ou un autre? Donc, qu'on assure à quelqu'un qui n'a plus de boulot, etc., un minimum pour vivre, ça c'est une chose. Mais de là à rentrer dans une logique de revenu universel, il y a aussi pas mal d'inconvénients. Alors, on change complètement de société, mais on en est loin. Oui, mais en même temps, c'est pour ça que je le remettais dans un contexte. On est quand même dans une société qui évolue, où même certains parlent de la fin du salariat. La fin du travail, la fin du salariat. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais que si vous prenez par exemple tous les chiffres circulent. C'est ce que dit Benoît Hamon là. Attendez, vous êtes. Oui, mais il dit ce qu'il veut, Benoît Hamon, et moi aussi. Bon. Mais si on regarde bien les choses, vous avez certains auteurs aux États-Unis qui disent 50% des emplois risquent de disparaître. Vous avez une étude de l'OCDE qui dit 10%. Vous avez une étude de Conseil d'orientation pour l'emploi qui dit 9%. Oui, il y en aura qui seront créés. Vous savez, moi je me souviens des débats il y a 30 ans sur l'informatique. On avait les mêmes débats d'une manière ou d'une autre. Alors après, il faut regarder les choses sur le problème sur le plan du travail, c'est comment limiter, plus que limiter, même mettre fin à cette zone grise entre le travail indépendant et le travail salarié. Voilà, ça c'est le problème que nous on doit regarder, sur lequel on travaille par exemple. Mais attention aux chiffres qu'on lance, disant tous les emplois vont concernés, oui, mais c'est pas pour ça qu'ils vont disparaître. Donc en fait, le revenu décent de Manuel Valls, en fait, vous convient mieux. Un revenu décent. Mais qu'est-ce qu'on met clairement là-dessus? C'était pas très clair non plus. Vous savez, il y a beaucoup de choses. Non, mais on voit bien derrière ces deux psychologies différentes. C'était plus la logique, si j'ai bien compris, la logique de dire, voilà, on va essayer de fusionner un peu tous les minima sociaux. Mais vous savez qu'un revenu minimum qui est décent ou pas, à 750 € par mois, c'est pas rien, budgétairement. Non. Eh ben, ce travailleur handicapé, il perd 58 € par mois. Voilà, je prends un exemple. Donc c'est pas aussi simple que ça. Et ça peut avoir des effets pervers. Bon, écoutez, la société a fait son boulot. Contentez-vous de ce que vous pouvez manger, etc. Maintenant, nous, on va faire ce qu'on doit faire. Mais il y a ce risque aussi. En même temps, est-ce que vous trouvez qu'en ce moment, justement, les questions sont bien posées de la part des deux candidats? Moi, quels que soient les candidats, moi, je pense qu'il y a des questions qui sont absentes réellement du débat et qui sont importantes. C'est les questions internationales et européennes, notamment la question européenne. Mais celles qui sont présentes. Parce qu'on ne peut pas parler du travail sérieusement si on n'aborde pas les questions globales de politique économique. Alors elles sont abordées ici ou là, quand certains disent il faut conditionner les aides publiques aux entreprises, nous c'est ce qu'on demande depuis longtemps. On pense qu'il faut renforcer le rôle de la Banque publique d'investissement, peut-être recycler le CICE vis-à-vis de la Banque publique d'investissement. On va d'ailleurs sortir Force ouvrière vers la mi-février nos positions, nos analyses. Vos propositions? Oui, nos propositions, nos analyses qui sont nos positions, qui ne sont pas vis-à-vis des candidats, mais que les choses soient claires pour tout le monde. Sous la forme d'un livre blanc, sous la forme de... Ce sera un document avec une synthèse et toute une série de propositions sur tous les thèmes, du numérique au travail, la protection sociale, etc. On sortira ça à la mi-février. Très intéressant, vous viendrez nous voir. Pour l'instant, c'est Emmanuel Le Chypre qui a des tas de chiffres à nous donner. BFM Business, l'heure H, le chiffre de Le Chypre. On parle beaucoup justement de la fin du salariat, on vient d'en toucher un mot. Et Emmanuel, vous nous dites que le nombre de non-salariés a en fait nettement diminué en 30 ans. Ils étaient 3,8 millions au début des années 90 et maintenant ils sont 2,8 millions aujourd'hui, passant ainsi de 17% à 11% de l'emploi, alors que la part du salariat donc, est logiquement passée de 83 à 89%. Donc ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans la fin du salariat. Oui, j'ai trouvé intéressant de mettre un peu le projecteur sur ces travaux de la DARES, la direction des études. Ceux qui ont publié justement les chiffres ce soir. Parce qu'effectivement, ils reviennent sur 30 ans d'évolution du marché du travail et on se dit que il y aura pas un avant et un après 2017 pour le marché du travail. Il y a des tendances lourdes qui sont à l'œuvre. Alors on entend bien toutes les inquiétudes effectivement des candidats, mais quand même sur 30 ans, ce qui est frappant, c'est que on nous parle que du travail indépendant, on nous parle de la fin du salariat. Or
la part du salariat n'a jamais été aussi grande, puisqu'on a 89% des salariés, des gens qui travaillent aujourd'hui, qui sont salariés. Donc le salariat s'est développé, contrairement à ce qu'on pourrait croire, et c'est même pas une illusion d'optique en disant ah bah oui mais on prend il y a 30 ans et aujourd'hui, et effectivement c'est forcément plus haut aujourd'hui qu'il y a 30 ans, alors que ça aurait pu atteindre un point haut il y a quelques années. Non, pas du tout. On ne voit pas de déclin sur les dernières années du salariat, au contraire. Non, je suis pas surpris. D'ailleurs, ça fait quand même ça fait un peu, c'est vrai, un peu contraire à la musique ambiante. Oui, mais bien sûr, mais c'est aussi une réalité, ce que dit la DARES. D'ailleurs, dans les emplois non salariés qui ont disparu, il y a aussi les commerçants, les agriculteurs, etc. Bon, qu'il y ait des changements dans l'emploi et dans les emplois, c'est une chose, mais ceux qui pronostiquent la fin du salariat, peut-être que ça arrivera un jour. Hein. Bon, mais on en est loin. Donc, de ce point de vue-là, l'analyse de Benoît Hamon, elle est fausse. Parce que lui, il est de dire que justement, il faut travailler moins. Donc, les 32 heures, il faut un revenu minimum. Vous savez que mon organisation, depuis tout le temps, n'a jamais été favorable à ce qu'on appelle le partage du travail. Hein, en disant, si on travaille moins les uns et les autres, il y aura de l'embauche pour tout le monde. Non. Il y a un effet de la réduction du temps de travail sur l'emploi. Ça, personne le nie. 35 heures ont eu un effet. C'est que les baisses de charges, Jean. Voilà. Non, mais on est bien d'accord. Du travail identique, la réduction du temps de travail. Voilà, tout à fait. Bon, voilà. Que la réduction du temps de travail soit une tendance historique, oui, c'est pas une revendication de force ouvrière aujourd'hui, d'ailleurs, et le partage du travail en tant que tel, nous n'y croyons pas. Hein, il faut d'abord, à la fois, il y a une question de production globale des richesses et après de répartition des richesses. Mais c'est pas en disant on va tous travailler moins et éventuellement gagner moins qu'on créera de l'emploi. Juste, on a encore beaucoup de dossiers évidemment à aborder, donc on va pas s'éterniser sur cette question. Mais si vous aviez une revendication ce soir à dire importante pour FO dans le cadre de l'élection présidentielle, je sais que vous allez présenter ça mi-février, ça sera quoi? Une revendication qui est d'ailleurs commune à l'ensemble des syndicats européens. Et il y a une campagne qui va être lancée début février par tous les syndicats en Europe, c'est sur l'augmentation des salaires, partout. D'accord, ok. Justement, représentativité, 31 mars, qu'est-ce qui va se passer pour FO ? Bon, je pense qu'il se passera pas, il y aura pas de révolution. La CFDT va être tout le monde devant. C'est une possibilité que, c'est une possibilité que la CFDT soit devant la CGT, mais vous savez, oui. Possibilité désagréable ? Oh non, c'est pas un problème pour moi. Moi, vous savez, je pense que non, mais il faut bien comprendre, ce sont des résultats globalisés sur des dizaines de milliers de résultats électoraux. Et donc ça ne bouge pas beaucoup. Le réformisme de la CFDT, finalement, ça paye. Non, c'est pas du réformisme, j'appelle ça d'un pôle réformateur, mais pas réformiste. Non, ça paye en termes. Non, c'est simplement une question d'implantation, de logique marketing, etc. Ça n'a rien à voir. On verra. Vous savez, ça se joue pas sur 3 ans, 4 ans, c'est sur le long terme. Oui, donc ça veut dire que Laurent Berger, il fait du marketing. C'est pas un syndicaliste ? Je pense que c'était pas un syndicaliste. Il a une conception syndicale différente. Voilà. Juste sur les TPE, là, il y a une campagne. C'est un peu comme les primaires de la gauche. D'abord, on a un peu de mal à savoir exactement ce qui s'est passé. La représentativité dans les PME, les TPE, c'est un peu une catastrophe, non ? Le taux de participation, oui, mais vous avez une idée Oui, ça va tourner autour de 7,6. Oui, c'est ça. Oui. Donc oui, c'est une catastrophe. C'est évident pour plein de raisons d'ailleurs. Alors que dans les entreprises, ça vote à 70-80%. Il y a multiples raisons. Il y a à la fois les gens ne savaient pas qu'il fallait voter, vous savez. Ils ont reçu, il y a eu un changement de date. Oui, il y a un changement de date. Un changement de date et ils ont reçu les professions de voix avec l'ancienne date. Alors si, en gros, il fallait voter entre la date du 31 décembre et puis la galette des rois. Bon, dans le commerce, c'est la période des inventaires, la période des congés, etc. Donc, pas de campagne des pouvoirs publics, notamment sur les télés, par exemple. Il n'y a pas eu de campagne télé des pouvoirs publics. Donc, tout a été réuni pour que ça ne marche pas. Et pourquoi donc, il faudra se réinterroger sur le système. C'est fait exprès ? Je dis pas que c'est fait exprès, mais en tous les cas, il faudra se réinterroger sur le système. Il y a un dossier dont on parle beaucoup, évidemment, aujourd'hui, c'est le dossier Vivarté qui vient d'annoncer donc les ventes prochaines d'André, de Naf et puis la suppression de postes, de quelques 700 postes à la halle aux chaussures. Sur ce dossier Vivarté, qu'est-ce que vous demandez ? On a vu, donc, il y a l'intervention de fonds spéculatifs, de fonds d'investissement, il y a eu des changements donc d'actionnaires, des changements de PDG. Qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui ? Et vous, en tant que syndicaliste, chef de FO, si j'ose dire, vous demandez quoi Non, mais c'est un carnage, Vivarté, c'est un carnage social. Enfin, c'est 600 suppressions, 700 d'annoncés, il y en a eu 2000 l'année dernière. C'est une logique financière qui l'emporte sur une logique industrielle au sens pur ou économique, etc. Ça montre bien en tous les cas que... Vous savez, moi je pense qu'on est arrivé dans un système... L'entreprise, c'est pas une notion juridique. Au nom de quoi ce seraient les actionnaires qui dirigeraient l'entreprise. Parce que c'est eux qui payent pour que l'entreprise... non, justement ça. Vous savez qui c'est qui a inventé ça ? Il s'appelle Milton Friedman. Je pense pas que c'était quelqu'un qui était clairvoyant sur le plan de la démocratie, etc. Donc il faudra se réinterroger tout ça. Et moi, je prends le Bureau international du travail vient de sortir un document très intéressant. Et sur la France, notamment, il a fait 2 courbes. La courbe de la financiarisation de l'économie.
et la courbe de l'augmentation du chômage. Eh ben, elles sont exactement les mêmes. Mais Jean-Claude Maïs, Depuis sans 1960. actionnaire, il n'y a pas d'entreprise. Non, mais C'est je pour dis ça pas qu'il qu'il faudrait faut plus, peut-être des non. fonds de pension. Je ne dis il pas. faudrait- Ouais, non, c'est une logique qui est purement financière, une logique de rentabilité à court terme. Il faut mieux être rentable à court terme, quitte à couper quantitativement, que ce soit dans l'emploi ou dans d'autres Donc, activités. sur le dossier Vivarté, concrètement. Bah, Vivarté, il faut que les pouvoirs publics interviennent d'une manière ou d'une mais autre. de Ils vont quelle être manière reçus, De ils vont quelle être manière reçus demain par le gouvernement syndicalement, y compris si nécessaire par la Banque publique d'investissement. Mais là, on est confronté vraiment à une logique, des conséquences d'une logique purement financière de fonds de pension, pardonnez-moi, qui n'en ont rien à foutre, quoi. Est-ce que c'est à la Banque publique d'investissement elle peut d'aller intervenir. investir dans Vivarté, justement? Non, pas obligatoirement, mais on peut pas. L'État ne peut pas. Enfin, en France comme ailleurs, il y a des décisions à prendre par rapport à une financiarisation galopante de l'économie partout. Ouais. C'est partout dans le monde. C'est comme ça qu'on a des difficultés également. Donc, alors après, il y a les dossiers concrets posés. C'est pas la première fois, mais là, c'est vraiment un véritable carnage. Est-ce que vous pensez que l'intervention justement du gouvernement est un peu trop tardive sur ce dossier? Ah, il aurait pu intervenir plus tôt. Oui, bon, maintenant, il est confronté au problème, qui plus est en pleine campagne électorale. Bon, on va pousser pour qu'il y ait une intervention. Maintenant, vous voyez bien qu'y compris il y a des groupes, enfin des Donc marques pousser, ferventes, ça veut dire etc. quoi? Vous demandez On demande qu'il y ait une intervention, parce que il y a plein de gens qui vont être sur le carreau, et dans une période où trouver du boulot, c'est pas évident. Oui, ça c'est clair. Il n'y a pas beaucoup de prises non plus. Non. Bah, je sais bien qu'il n'y a pas beaucoup de prises. Investissement. Ben oui, je sais bien, mais ça montre bien que le système est vérolé quelque part, quoi. Le système tel qu'il fonctionne, il est vérolé. Il faut mettre fin à ce genre de choses à un moment donné. Juste une question, je crois du reste que le syndicat IFO n'est pas engagé là-dedans, mais vous avez vu que le numéro 2 mondial du gros électroménager, Whirlpool, a donc décidé de fermer son usine d'Amiens pour aller être délocalisé à Lodz en Pologne. Même si vous n'êtes pas dedans, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut empêcher ça? Est-ce que c'est peut-être pas là où il faudrait que la France soit plus compétitive, peut-être pour éviter ce genre de délocalisation? C'est pas simplement une question De coût du travail, enfin si, c'est ce qu'ils disent en tous les cas. Oui, non, mais bien sûr, c'est ce Ouais. qu'ils disent tous quand ils font Ouais. ça, d'une manière ou d'une autre. Ils vont pas dire, c'est effectivement, mais il y a une là, il y a une responsabilité européenne. D'une manière ou d'une autre, sur la manière de concevoir les logiques au niveau européen. On voit bien que le travail détaché remet toute une série de choses. Depuis des années, la logique européenne est une logique de compétitivité coût uniquement. C'est pas une logique de qualité, etc. Et moi, on l'a toujours dit. Moi, le mot protectionnisme ne me fait pas peur en tant que tel, au sens où pas franco-français, mais un protectionnisme et des règles au niveau européen. On va voir. Tenez, quand on voit les déclarations de Trump aux États-Unis, je dis pas que je suis d'accord avec lui, mais ils savent bien. Ça, se c'est un protéger scoop, les si Jean-Claude Maillet est d'accord avec Donald non, Trump. je suis pas d'accord avec Donald Ouais. Trump, et mes camarades américains sont très inquiets parce que le comportement de Trump dans les entreprises dont il était propriétaire, on peut pas dire que sur le plan social ce soit un modèle, loin s'en faut. Mais en tous les cas, l'Europe doit prendre ses responsabilités, une forme de protectionnisme, de protection, etc., y compris sur ces formes de délocalisation. Mais en même temps, si on prend par c'est pas. exemple- Ouais, Quand Renault a investi il y a quelques années à Tanger, etc., moi j'ai dit c'est pas une délocalisation. Il faut regarder les choses. Tout n'est pas délocalisation. Mais là, typiquement, a priori, c'est un cas de délocalisation. Sur décidément une actualité sociale extrêmement chargée, Jean-Claude Maillet, donc merci d'être avec nous. Sur Carrefour, FO, votre fédération a dit non au travail dominical. Pourquoi? On voit bien que ça a l'air de satisfaire les Français, les Oui, mais ça, consommateurs. vous savez, c'est ça, et puis c'est- qu'en plus, il y a des accords qui ont été trouvés dans d'autres grandes enseignes. Oui. Est-ce que c'est pas D'abord- pénaliser d'abord- Carrefour par rapport aux autres enseignes? Pourquoi Carrefour voudrait ouvrir le dimanche? Parce que les concurrents ouvrent. C'est la course à l'échalote. Non, mais c'est la course à l'échalote. Bon, attendez, nous, moi, on est les premières organisations dans le groupe Carrefour. Ouais. Bon, ils se sont réunis, tous les syndicats Carrefour des magasins sont réunis en ce moment. Je serai avec eux demain d'ailleurs, à Nantes. Ils ont pris la décision démocratiquement, consultée à plus de 85%, je crois, de refuser, parce qu'on va sur une banalisation qu'ils refusent du travail du dimanche. Et je pense qu'ils ont raison. Je suis pas C'est pas les intervenu. mettre en danger justement par rapport à la concurrence? Non, c'est pas Parce qu'à par ce les mettre moment-là, en on se danger. retrouve dans des situations Non, mais ça, qui c'est peuvent les finir perversités. dramatiquement. Hein. Excusez-moi, c'est les perversités d'un autre candidat à la présidence de la République qui s'appelle Emmanuel Macron, avec ses dispositions sur le travail du dimanche. Moi, pendant très longtemps, les grandes enseignes, quand on discutait avec elles, disaient non, on n'est pas intéressé pour ouvrir. Mais comprenez bien que si on ouvre, après, on va être confronté à un problème de concurrence. Ben voilà, ça montre les perversités du système. Oui, décidément. Juste sur un autre gros dossier où là, pour le coup, vous êtes aussi très très présent. EDF, on l'a appris, il y a un conseil d'administration ce matin. On sait qu'il y a une énorme pression sur le président Lévy, aussi sur les administrateurs indépendants pour la fermeture de Fessenheim qui a donc été adoptée à ce conseil d'administration. Et en même temps, vous l'avez pu l'écouter sur BFM Business dans les décryptages juste avant. On voit bien que la décision est finale, elle sera prise le 17 mai ou fin mai.
juste après les élections présidentielles. Donc, Comme par hasard. Comme par hasard. Comme par hasard. Le calendrier, non, écoutez, nous, parfois... depuis le début, on n'est pas pour la fermeture. Vous avez compris, il y a des travaux à faire, etc. Oui, mais Les travaux ont été faits. Oui, mais justement, mais on n'est pas pour la fermeture de Fessenheim. C'était une fermeture décidée pour des raisons politiciennes. Et non pas des raisons de fond, donc faut être sérieux. Enfin, il y a une vraie réflexion énergétique à avoir dans notre pays, y compris il faut transformer la loi sur la transition énergétique. Je vais prendre un autre exemple. Quelle est l'une des énergies les plus flexibles? C'est le gaz. Le gaz est une des énergies les plus flexibles. Pour des raisons de coût, etc., on a en ce moment des centrales à gaz qui sont sous cocon. Voilà, est-ce que c'est intelligent ou pas? Est-ce que les investissements d'EDF... C'est parce qu'on a subventionné le renouvelable de façon... Oui, non mais je suis d'accord. Un peu délirante. Un peu délirante, oui, mais on a des centrales à gaz qui sont très flexibles, qui sont sous cocon. Est-ce que le projet Hinkley Point est un projet intelligent? Enfin, quand je dis intelligent... Sur Fessenheim, juste là, oui, on n'est pas pour la fermeture. Vous n'êtes pas pour la fermeture, non. Donc vous trouvez que là, il y a des pressions qui ont été faites, qui n'auraient pas dû être faites, notamment par Ségolène Royal? Oui, c'est possible, je ne vais pas dans le détail, mais en tous les cas, nous, on maintient notre position, et depuis le début, sur ce dossier. Oui, d'accord. Donc finalement, vous attendez un changement de majorité? Oh non, écoutez, moi, c'est pas moi qui décide, on fera avec le gouvernement qu'on a. Vous en êtes jamais caché, vous avez été encarté au Parti Socialiste. Je ne sais pas si vous avez entendu cette expression de Jean-Luc Mélenchon qui parlait de la passe de crabe avec les 11, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui sont en train de prendre dans une pince de crabe le candidat socialiste. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que c'est la fin du PS là? Est-ce que c'est la fin du PS? Je ne vais pas me prononcer à titre syndical sur cette question-là, mais celui qui a été encarté peut répondre. Ouais, enfin, oui, non, mais je suis pas invité en titre d'adhérent, je suis invité en tant que secrétaire général de FO. Oui. Alors, vous avez mot de la fin. Oui, par rapport à tout ce qu'on voit dans les programmes qui devraient vous inquiéter, est-ce que vous êtes déjà en état de veillée d'armes? Est-ce que vous préparez déjà vos munitions pour tout ce qui sera peut-être une loi travail El Khomri au carré ou au cube? On est très attentifs. Non, attendez, je ne peux pas vendre la peau d'ours avant, comme on dit. Bon, mais ceci étant, on va sortir nos positions, nos revendications. Moi, j'ai prévenu, par exemple, j'ai dit à Monsieur Larcher, attendez, si jamais Monsieur Fillon est élu, est-ce qu'on respecte la loi Larcher? Qui oblige à consulter ou pas. Voilà. Donc on sera très attentif. S'il advenait à un président de la République, quel qu'il soit, de tout passer au forceps au mois d'août, il y aura peut-être un effet boomerang à la rentrée, mais on verra. Merci beaucoup Jean-Claude Maillet. Merci à vous. Venu ce soir, il y avait évidemment beaucoup d'actualités. Dans un instant, Décadent Déco, Fabrice Lundi. Nous, on se retrouve bien sûr demain dans l'orage, 12h30, 18h30. Merci Emmanuel.